Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés, le podcast d'Itoro. Comme une fois toutes les 2 semaines, j'ai l'honneur d'accueillir et de faire ce podcast avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Effectivement, on se retrouve. Alors, on enregistre ce podcast le lundi 13 novembre. Donc là, on est effectivement un petit peu à la croisée des chemins finalement. Enfin, on est en fin d'année. Il reste plus quasiment qu'un mois, on va dire, avant que les gérants bouclent leur année. Et effectivement, on a eu plusieurs annonces économiques, macroéconomiques. Alors, le sommaire, rapidement, on va parler justement de l'abaissement de Moody's sur la dette américaine. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va aussi rappeler les PMI, c'est-à-dire les fameux directeurs d'achat qui sont tombés. Et puis, on va terminer par les publications de résultats d'entreprise, puisqu'on vient aussi de terminer quasiment l'ensemble des publications pour le troisième trimestre. Voilà, alors on Parfait, commence. un très bon programme. Voilà, bon programme, des choses à dire. Et comme à chaque fois, sans langue de bois, avec Marc, on Ah bah emboîte. oui, jamais, jamais. Jamais. Alors du coup, justement, c'est cette dette américaine, elle commence à faire peur, à faire peur les investisseurs. Ah oui, c'est ça le gros problème. Vous savez que bon, alors c'est pas une dégradation, hein. Pour l'instant, Mm, Moody's a juste mis la note, le triple A américain sous surveillance négative. Mais c'est mm, vrai qu'il faut être honnête, les Américains ne méritent pas leur triple A. Je rappelle que le triple A, c'est la meilleure note possible. Il n'y a pas beaucoup d'États qui l'ont. Les Américains en bénéficient encore, mais c'est un petit peu excessif quand on regarde l'ampleur de la dette publique américaine. On est à 33 700 milliards d'euros de dette mm. publique. Tu sais, aux États-Unis, il y a un compteur de la dette en permanence, donc on peut voir ça sur Internet. C'est Ouais, assez amusant de regarder ça. Donc 33 700 milliards. C'est-à-dire c'est que le précédent vertigineux. plafond de la dette, parce que Mm, vous savez qu'aux États-Unis, je dis à tous ceux qui nous écoutent, il y a un plafond de la dette, justement pour limiter la dette. Et donc, c'est le Congrès américain qui vote ce plafond de la dette. Et donc, le dernier plafond était de 31 400 milliards de dollars. Et donc, on a dit, depuis le mai dernier, on a dit, maintenant, pendant 2 ans, on ne regarde plus le plafond. On laisse la dette continuer d'augmenter. Mais là, on se rend compte que finalement, en quelques mois, elle a déjà explosé. On est à mm. 2400 milliards de plus que le plafond précédent. Et surtout, ça continue, ça n'arrête pas. Donc, ça représente, c'est pour savoir, à peu près 124% du PIB américain. Mm. Donc, c'est une somme complètement folle. Même nous, les Français, on fait les petits joueurs par rapport à ça. Où pourtant, notre dette publique, elle a également explosé. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a quand même de la croissance, donc on finance cette dette, mais attention, les taux d'intérêt de cette dette publique sont en train d'augmenter dangereusement, et donc c'est ce qui fait que cette dette s'auto-entretient. Le simple fait de rembourser les intérêts de la dette alimente cette Mm. dette, et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et parallèlement, on a donc ce shutdown. Alors pour expliquer ce que c'est simplement le fait que si on n'a pas d'accord au Congrès sur justement la poursuite de l'augmentation de la dette publique américaine, eh bien, on a un arrêt de l'administration aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'on ne paye pas les fonctionnaires, on ne paye pas les militaires, etc. Quitte même à avoir un défaut de paiement, ça veut dire que l'État américain ne rembourse pas les intérêts de la dette. Alors, on n'en est pas encore là. À chaque fois, on a toujours, je dirais, un coup de baguette magique au dernier Mm. moment. On trouve une solution pour s'arranger. On avait trouvé le mois de juin dernier, puis là, ça revient. On aura donc, d'ici la fin de semaine, on va Mm. devoir trouver une solution. Mais on se rend bien compte que c'est quand même extrêmement dangereux. Alors, il faut être honnête, comment font les Américains? Ben, c'est très simple, c'est qu'ils ont le dollar. C'est-à-dire que tant que le dollar, c'est la réserve de change mondiale, bien finalement, et que c'est la monnaie mondiale, bien c'est nous, les Européens, les Japonais, enfin le reste du monde, qui finançons cette dette publique américaine. Donc tant que les Américains ont le dollar, finalement, ils sont un petit peu tranquilles par rapport à cette dette, plus un petit peu de croissance, donc ce qui permet quand même de financer en partie cette dette. Mais le danger, c'est que ben, ça ne s'arrête pas. Et on se rappelle dans les années 2000 où on avait même réduit cette dette publique. Là, on n'y arrive pas du tout parce qu'on est toujours sur des déficits publics structurels qui atteignent des proportions énormes. C'est 7% du PIB encore cette année. Donc c'est quand même, malgré la croissance, on se rend bien compte que là, il faut que ça s'arrête. Et c'est pourquoi justement il y avait ce plafond de la dette. Et s'il n'est pas respecté, évidemment, ben, à ce moment-là, on lâche complètement les cordons de la bourse, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est ce qui est très dangereux. Et donc c'est pourquoi le triple A américain, évidemment, n'est pas mérité, si ce n'est le dollar. Alors, je ne parle pas du moment où il y aura un concurrent au dollar, c'est certainement le yuan, mais ça, c'est pas avant une dizaine d'années. Donc, je rassure ceux qui nous écoutent, cette crise, c'est pas encore pour tout de suite. On va encore avoir le dollar qui va rester, mais c'est vrai que ça pourra arriver d'ici une dizaine d'années. Oui, alors c'est vrai que donc c'est vendredi, la date limite du shutdown. Alors c'est vrai, comme tu le disais très souvent,
les Américains se mettent d'accord au Congrès, ils arrivent à la dernière seconde, ils arrivent à se mettre d'accord comme par magie pour repousser cette date au final. Mais on l'a vu d'ailleurs cette semaine, la dette à 30 ans a eu du mal à être placée pour les Américains. Il y a eu un taux assez très élevé et c'est vrai que de plus en plus quand même, ils arrivent la dette arrive à être du mal à être placée du coup par les investisseurs. Et donc, c'est quand même inquiétant, effectivement, même si, effectivement, le Congrès arrive à chaque fois à décaler cette date. Maintenant, on va parler un petit peu de macroéconomie et les PMI. Donc, justement, il y a le PMI monde qui est ressorti PMI composite à 50,0. Oui, tout à fait. On a eu donc ce chiffre la semaine dernière. C'est vrai. Donc, je rappelle, l'enquête est très simple Mm. à comprendre, hein. Il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance de l'activité. En deçà, c'est le recul de l'activité. Et donc, pour la première fois depuis janvier 2023, c'est assez rare d'ailleurs, on a un indice monde. Donc, ça veut dire l'indicateur composite, tout secteur d'activité confondu, l'industrie, les services, la construction, etc. On est à pile 50 au niveau mondial. Mm. Donc, ce qui veut dire que le monde aujourd'hui est en stagnation économique. L'économie mondiale est en stagnation économique. Donc ça, c'est évidemment particulièrement dangereux. Et quand on regarde les pays qui s'en sortent, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, parmi les grands pays qui font ces enquêtes des directeurs d'achat, il n'y a que 3 pays qui ont un indice supérieur à 53. L'indice composite, ça veut dire encore une fois tout secteur confondu. Vous avez donc, numéro 1 d'abord, tu as l'Inde, qui est donc depuis déjà 2 ans qui est la locomotive de l'économie mondiale. Numéro 2, l'Arabie Saoudite. Et numéro 3, la Russie. En dehors de ces 3 pays, aucun pays a un indicateur supérieur à 53. Ça veut dire que dans tous les pays, il y a une croissance inférieure à 2,5% maximum. Donc c'est Mm. assez incroyable. Et alors, les Américains résistent juste, ils sont sur un Aux niveau de alentours de 50. 50,7, Mm. C'est exactement. ça. Les Chinois, eux aussi, sont à 50. Donc là, c'est très dangereux. Ça y est, les Chinois aussi reviennent sur une stagnation économique. C'est que la Chine, c'était l'ancienne locomotive de la croissance mondiale. Elle n'arrive pas à retrouver son rôle. Et puis après, évidemment, malheureusement, il y a l'effondrement. L'effondrement, c'est chez nous, dans la zone euro, où là, on est très très loin des 50, on est autour des 46. Et la France, qui ferme la marche. Depuis le mois de juin Mm. 2023, la France est la lanterne rouge de l'économie mondiale. Si on suit les indicateurs des directeurs d'achat, on est à 44,6. Donc, vous voyez, je Mm. rappelle, la base à 50, c'est le niveau normal. On est à 44,6. On est extrêmement bas. Donc, pour dire que, attention, la récession est en train de s'installer. En Europe, elle a commencé parce qu'on a déjà eu une baisse du PIB au troisième trimestre. On aura une autre au quatrième trimestre. Donc, 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, c'est de la récession. En France, ça va arriver certainement au quatrième Mm. trimestre. Mais globalement, on a cette situation où la zone euro, la France, ont des difficultés économiques de plus en plus fortes. Et c'est un petit peu surprenant parce que c'est vrai qu'on voit que l'inflation est en train de baisser. Donc, on pourrait dire, bah, l'inflation qui baisse, c'est une bonne nouvelle, ça va relancer la croissance. Mais non, en fait, on se trompe de sens de causalité. C'est pourquoi l'inflation baisse, c'est justement parce qu'il y a de la récession. C'est-à-dire que les prix ont trop augmenté, donc ça a cassé l'activité économique, ça a fait cette récession, et c'est maintenant que l'inflation baisse. Attention, Ouais. c'est pas les prix qui baissent, c'est l'inflation L'inflation. qui recule. Et Ouais. donc les prix continuent d'augmenter encore un petit peu. Donc c'est vrai que on a malheureusement maintenant la triple peine, c'est-à-dire qu'on a une inflation qui baisse certes, mais qui reste élevée. On a la récession et malheureusement le chômage qui est en train d'augmenter, notamment chez Mm. nous. Voilà pourquoi c'est assez dangereux d'un point de vue économique, même au niveau monde, puisque en dehors de l'Inde, finalement, il n'y a pas tellement de locomotives, même la Chine n'est plus là. Donc, ce qui veut dire que si on a une stagnation économique au niveau mondial, eh bien les marchés boursiers, là aussi, doivent se calmer. C'est vrai que pour Mm. l'instant, ils ne veulent pas voir les mauvaises nouvelles, mais on risque d'avoir quand même, je dirais, un calme. Alors, c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que les taux d'intérêt ne vont pas forcément beaucoup augmenter, sauf aux États-Unis. Je pense qu'il y aura une dernière remontée des taux d'intérêt au mois de décembre sur les taux Mm. d'intérêt monétaires. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on a cette récession. Et donc, s'il y a une baisse des taux, ou du moins un arrêt de la hausse, mais qu'il y a une récession derrière, ça veut dire moins de profits demain et donc des valorisations boursières qui devront là aussi baisser. Alors effectivement, on a justement, comme tu le disais, donc une récession qui approche. D'ailleurs, on est en récession en Allemagne. On a eu 2 trimestres Oui, oui, tout à consécutifs fait. de croissance négative. La France, ça devrait arriver. Mais le point positif, c'est qu'on a quand même des entreprises qui résistent bien pour Oui, l'instant. On vient de terminer les publications de résultats d'entreprise. On a 39 sociétés sur 40 pour le CAC 40. Et on peut dire que, à part certains gros gadins, alors on a eu Alstom, Worldline et Sanofi
qui ont vraiment été sanctionnés de manière très importante, qui ont perdu plus de 20 à 60% même pour Worldline sur une seule Ouais, tout à séance. fait. Ouais. On a eu quand même 75% des boîtes du CAC 40 qui ont publié des résultats conformes aux attentes ou supérieurs aux attentes. Donc ça, c'est plutôt positif. On va avoir même des révisions annuelles, des révisions annuelles à la hausse pour des sociétés comme Danone, Engie ou Publicis. Engie d'ailleurs qui devrait faire le plus gros bénéfice net de son histoire en 2023. Donc il y a quand même aussi des belles histoires, j'ai envie de dire, sur Ouais, bien sûr. de sociétés françaises. À noter également Dassault Systèmes, qui a été la plus belle publication du CAC 40. Et effectivement, les marchés et notamment aux États-Unis, ont impressionné sur les 10 derniers jours avec 9 séances de hausse consécutives pour le Nasdaq. C'était plus vu depuis 2004. Et on peut se demander est-ce que c'est la dernière jambe de hausse avant une baisse plus marquée. On avait aussi une Voilà. phase de hausse qui était en correction, je dirais, des mouvements Oui, précédents. Et puis bon, comme tout tu à le dis fait. bien, c'est-à-dire que on a des bons résultats parce que si on prend le CAC 40 par exemple, c'est pas corrélé à l'économie française, parce que Oui, 80% des profits des entreprises du CAC 40 sont faits à l'international. Et pour l'instant, c'est vrai que là, on parle tout à l'heure d'indicateurs de stagnation économique, c'est pour le mois d'octobre. Donc jusqu'à présent, les résultats sur le début d'année, jusqu'au même, on va dire jusqu'à l'été, étaient plutôt bons pour les entreprises. Maintenant, c'est la difficulté, elle commence aujourd'hui, et c'est là où on va avoir des, je pense, peut-être des profit warnings ou des résultats bien moins bons qu'attendus à partir effectivement du quatrième trimestre. Donc ça arrivera hmm. pour le début, je pense, 2024. Oui, c'est ça. Et puis en général, en début d'année, on annonce les résultats annuels. Donc peut-être que ces résultats du quatrième trimestre qui vont être probablement plus mauvais vont être absorbés par justement ces résultats annuels. Mais pour l'instant, il est vrai que ce qui en ressort, tout du moins, c'est que les résultats des sociétés technologiques ont été les plus résilients et notamment les 7 magnifiques, comme on les appelle maintenant, Ah oui, qui bien ont sûr. encore délivré des résultats qui ont été très bons. C'est ce qui tient le marché. D'ailleurs, il y avait une stat intéressante, c'est que si on enlevait les 7 performances donc les performances de ces 7 magnifiques, le S&P serait en hausse que de 0,8% cette année, alors qu'il est en hausse de Ah oui. 19%. Et du coup, ben voilà, ça change tout, mais effectivement, on voit qu'il y a quand même un ralentissement économique qui est en cours et ça devrait quand même se marquer en 2024. Ce qui est quand même dangereux aussi, bon, là je prends ma casquette d'économiste encore une fois, Mm. c'est vrai que c'est pas forcément bon qu'on ait cette situation-là où on est presque une hégémonie de certaines entreprises, c'est presque des situations presque monopolistique, et ça c'est très dangereux parce que ça veut dire que bah, si ces boîtes-là vont moins bien demain, bah, que va-t-il rester Mm. pour le reste? C'est comme sur le CAC 40, avec le poids du luxe par exemple, là aussi on se rend Oui, bien c'est compte ça. que dès qu'il y a un petit problème, eh bien ça se rejaillit sur le CAC 40. Donc tout ça fait que on a justement des marchés boursiers qui sont un petit peu, entre guillemets, je dirais, décalé par rapport à la réalité économique parce que justement, il y a certaines entreprises qui tirent un petit peu tout le monde vers le haut. C'est ça. Et alors, d'un autre côté, pour nous, Européens notamment, on savait que quand tu évoquais ces sept magnifiques, bon, il y a ces entreprises américaines, bien Mhm. entendu, et nous, on a du mal à coller au peloton. Donc, on se rend bien compte que les révolutions technologiques, il faut les faire parce que ça paye inévitablement. Et là, la prochaine révolution technologique qui a déjà commencé, c'est sur le secteur de l'énergie, de Mm. l'agroalimentaire, etc., où les Français, les Européens avaient un train d'avance il y a quelques années. Maintenant, on l'a complètement perdu. Et on risque encore de rater cette révolution technologique. Donc là, Mm. ça rappelle l'importance de l'innovation, de l'investissement. Et donc, c'est pourquoi beaucoup d'entreprises aujourd'hui peuvent continuer à s'en sortir si elles misent sur effectivement l'innovation et l'investissement. Donc, c'est pourquoi il faudra faire ce qu'on appelle du stock picking. Ça veut dire justement regarder les entreprises qui ont fait les bons choix stratégiques, notamment dans le numérique. Mais tout de même, je pense qu'on a mangé notre pain blanc, entre guillemets, et même si on espère que d'un point de vue géopolitique, ça va s'améliorer, donc on pourra avoir des belles séances boursières, mais néanmoins, les résultats vont être moins bons pour son quatrième trimestre. Donc début d'année, il y aura, je pense, des prises de bénéfices assez nettes. Oui, oui. Et pour terminer, juste comme tu parlais du luxe, effectivement, les boîtes du luxe en majeure partie ont quand même déçu quand on regardait le VMH. Kering qui a connu vraiment un fort recul de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net, puisque ces marques ne peuvent plus faire de pricing power, elles ne peuvent plus augmenter leur prix, puisqu'elles sont vraiment arrivées au top du niveau de prix qu'elles pouvaient arriver. Donc, franchement, ça va être un peu compliqué pour le secteur du luxe. Et d'ailleurs, qui a commencé à corriger. LVMH a quand même perdu Tout à fait. 25% par rapport à ces points hauts.
Et puis, dernier point, Oui, par rapport au luxe, on a également le ralentissement du monde émergent qui achète oui. énormément, effectivement, dans le secteur du luxe. Bon, nous, c'est déjà le cas, on est déjà en récession. Donc, mais ça, c'est aussi dangereux pour, effectivement, le secteur du luxe au sens large. Donc, vous inquiétez pas, à moyen terme, ça redémarrera, mais là, ça Mm. serait bien qu'on ait une petite phase de respiration, je pense, pour le début Mm. 2024. Voilà. Et demain, ça sera l'inflation américaine hein, qu'on attend en petit repli. Donc, on va voir par rapport au mois précédent. Mais bon, en tout cas, Oui, au moins, ou en en, stabilisation, on en va dire. Mais stabilisation, c'est vrai qu'on n'oublie attend. pas que le mois dernier, l'inflation américaine avait augmenté, hein. Donc, Oui, même si elle rebaisse un oui, petit peu, ça veut dire que l'inflation américaine, elle elle, s'est- reste quand même elle- assez élevée. oui, oui, elle se stabilise aux alentours des 3, 3,5 par là, Ah oui, mais effectivement. n'oublie pas que l'objectif de Mm. la Fed, c'est 2%. C'est Donc là, si on est 2%, à tout à fait. 3,5, Tout à 3,7, fait. on est quand même loin de l'objectif de la Réserve fédérale américaine. Mais les marchés price vraiment ont pricé là sur les 10 derniers jours un arrêt total de la hausse des taux aux États-Unis. Donc si ça devait arriver, on pourrait quand même avoir un plongeon. Enfin si, c'est-à-dire que si la Fed remontait les taux, j'ai regardé l'outil FedWatch anticipe à 91% une stabilisation, un statu quo pour la prochaine réunion, ce qui Ouais. est Ouais, moi, je maintiens important. quand même, je pense qu'on peut avoir une petite surprise de Oui. notre ami Jerome Powell. On a eu son Mais discours, en tout cas. Et oui. donc, il pourrait créer la surprise. Oui, ça sera bon. En tout cas, on en reparlera bien On en évidemment parlera, bien avec toi, sûr. Marc. Avec plaisir. Bon, bah écoutez, merci, Marc, pour ton Avec intervention. plaisir. Merci à Merci toutes et à tous. de nous avoir suivis. Continuez comme ça. Ouais, vous nous suivez vraiment bien, donc ça c'est top. Et, Ouais. et puis on vous dit donc à dans 2 semaines. Avec Salut. plaisir. À très bientôt. Bye.